un jour, j'étais dans un café à Zurich, qui s'appelle le Café Montmartre, et j'étais en train d'écrire une page de travail, une page du roman. Et à la table voisine, il y avait deux dames assez âgées qui discutaient, qui prenaient l'apéritif. Et au moment de quitter l'établissement, l'une d'elles me demande « Vous écrivez un roman ?» J'ai dit « Oui. » Un roman d'amour, n'est-ce pas? Je dis « Oui, mais c'est un peu particulier. C'est un roman d'amour universel. » Ah, alors, je vais prier pour vous, pour que vous puissiez mener à bien votre tâche. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Plus concrètement, mon roman parle d'un personnage qui s'appelle Amin et qui est en train de mourir d'un cancer du côlon dans une maison de retraite en Suisse. En fait, il a grandi au Levant et il a fait ses études et son baccalauréat au Levant. Et puis, il est taraudé en fait par un problème fondamental, c'est qu'il n'a pas connu son père. Donc, on apprend que son père l'a abandonné même avant la naissance d'Amin, donc il ne l'a ni vu, ni connu. Et en fait, en reconstruisant ses souvenirs juste avant de mourir, durant cette dernière semaine, il se remémore donc toute cette vie passée au Liban, et tout autour de ses souvenirs, il tente de reconstruire cette légende du père absent, ce père lointain, ce père inaccessible, ce père nomade. Et il tente en fait de se réconcilier et de mettre de la lumière sur le passé avant d'entrer dans l'au-delà. Donc, il a grandi, d'abord, on apprend en Palestine, à Saint-Jean d'Acre, parce que sa mère remariée à Nachlé, sa mère Mariam, a épousé Nachlé, des enfants sont venus, mais en 1948, il y a la montée du sionisme et la guerre en Israël, et Nachlé, en grand sage, juge qu'il est nécessaire de quitter la Palestine et de retourner au Liban, pour des raisons évidentes de tranquillité, de façon à ce que la famille puisse croître dans des circonstances plus favorables. Donc, après son bac, au lycée Saint-Joseph à Beyrouth, lycée français, il va entamer des études d'architecture à Lausanne, au Polytechnique. Puis, chose faite, il retournera au Liban exercer son métier pour le compte d'une firme lausannoise. Mais, voilà, il va se passer ce qui va se passer, c'est que en 1975 éclatera la guerre au Liban et il devra fuir. J'ajoute encore que juste avant, 4 ou 5 ans avant ces événements, il a fait un voyage en Égypte qui était pour lui fondamental parce qu'il y a rencontré d'abord Hassan Fathy, qui est un architecte à l'époque qui était très connu, qui était le premier prix Nobel alternatif. Et en fait, il commence à trouver la paix intérieure. Et on se dit que là, il va pouvoir progresser, aller de l'avant, se libérer de ses vieux tourments. Mais hélas, comme vous le savez, de lourds nuages pèsent sur la vie libanaise et la guerre civile va se déclencher. Et donc, il viendra en Suisse et c'est là qu'il verra la fin de ses jours. D'abord, la question est très bien posée. Qu'est-ce qui m'a poussé? Je veux dire en ceci que je n'ai pas choisi délibérément ce sujet-là. Il s'est imposé à moi. D'abord, en 1986, je venais de me marier. 1 mois et demi après, mon père est décédé d'une embolie pulmonaire, crise cardiaque. Ça l'a emporté à l'âge de 59 ans. Et j'étais entré dans la vie professionnelle comme professeur. Je menais mes secondes études en lettres. Bref, j'étais marié. J'avais passé l'adolescence et je me disais, au fond, inconsciemment, je me disais, maintenant le temps est venu d'entamer un dialogue de cœur à cœur avec mon père. J'aimerais le retrouver, j'aimerais le voir sous un autre jour que celui que j'ai connu en famille quand j'étais adolescent. Et j'ai été très certainement frustré de ceci. À cela s'est ajoutée naturellement une autre longue série de deuils, oncles et tantes, mères, et même en 2019, mon frère, de 3 ans plus âgé que moi, qui est mort brutalement aussi en 1 mois d'un cancer. Puis le deuil de ma belle famille, mon beau-père et ma belle-mère. Je reviendrai
tout à l'heure sur l'importance de mon beau-père et de ma belle-mère, parce que mon beau-père, au fond, était un père de remplacement. Ça, c'est pour les faits concrets. Il y a en fait une dimension que je trouve plus profonde encore à la question du deuil, et là, je vous avoue que je n'ai pas élucidé cette question parce qu'elle est trop profonde. Je la pressens, elle gronde, mais je n'ai pas fait la psychanalyse totale pour cela, je ne crois pas que je la ferai. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que nous tous, dès la naissance, dès notre jeunesse, nous avons enfoui des deuils successifs, et je me demande si il n'y a pas tout au fond de ces deuils successifs un deuil originel. Et vous aurez peut-être remarqué que dans mon roman, il y a un thème récurrent que j'appelle la fracture de l'origine. Et au fond, nous véhiculons en nous tous cette fracture de l'origine, cette origine qui pourrait être représentée symboliquement sous la forme d'une vie harmonieuse avec ses semblables et dans le cadre de l'univers. Tout cela, il me semble que nous le perdons et que nous devons le reconquérir chaque fois. Donc il y a cette dimension spirituelle que j'appelle la fracture des origines, ou de l'origine, qui est au fond ce deuil essentiel que nous véhiculons tous dès notre naissance. Pour terminer sur le thème du deuil, j'en viens maintenant à ma belle famille, donc d'origine libanaise. Mon épouse est née à Beyrouth. Son père, Antoine, était officier supérieur de l'armée régulière libanaise. Il était divisionnaire et chef de l'arme du génie. Et lui, il avait un projet qui était de construire le Liban. Il était de confession grecque catholique, mais pour lui, ça n'entrait pas en ligne de compte. Grec catholique, musulman, maronite, druze, pour lui, ça n'entrait pas en ligne de compte. Ce qui comptait pour lui, c'était la construction de la nation libanaise au-dessus des factions. Et comme officier dans ses troupes, il avait des soldats de toute confession. Donc son travail était, au fond, d'assurer la cohésion de son armée. Et lorsque la guerre civile éclate en 1975, sous les pressions des diverses factions, il a bien vu que de maintenir l'unité de l'armée était une utopie. Et il a donné sa démission et il a quitté le Liban. Et là, je peux dire que pour lui, c'était un deuil. Le deuil de son rêve, le deuil de son utopie. Et on en a parlé quelquefois, il me racontait beaucoup de choses. Et je ne sais pas par quelle contagion son deuil est devenu le mien. Voilà, en gros, pour la question du deuil. Alors, pour moi, disons, je commencerai par l'aspect géographique. Cette région que j'appelle l'Orient méditerranéen, qui part de l'Égypte, qui monte par Israël, Palestine, le Levant, et qu'on peut étendre jusqu'à la Grèce, sont nos racines spirituelles et philosophiques. C'est la base de notre civilisation. Bien sûr, tout cet acquis, tout ce trésor culturel et spirituel a été véhiculé jusqu'à nous grâce aux Romains aussi, mais disons, pour moi, cette région, c'est une origine évidente. Nous venons tous de là-bas. Donc, par exemple, quand j'avais 21 ans, la faculté de théologie de Lausanne avait organisé au printemps 1977 un voyage en Israël et en Palestine, et sur les lieux saints et sur les sites archéologiques. C'était mon premier contact avec la région. Donc, je suis allé là-bas en 1983 et 1984. J'ai fait 2 séjours en Égypte. Et ces séjours m'ont radicalement transformé. C'était, disons, mon premier contact étroit avec la civilisation arabe et aussi la civilisation chrétienne, parce qu'il y a les Coptes. Donc j'ai vu la complexité de l'Égypte et je me suis familiarisé très vite avec ce pays, au point que j'en rêve encore. Mais je n'y retournerai pas actuellement, les conditions ne sont pas favorables. Et alors, je dois dire aussi que je m'étais préparé à ce voyage en Égypte de 2 façons. D'une part, avec mes études, parce que j'avais écrit un mémoire de licence en théologie, en sciences religieuses, sur les diverses religions égyptiennes, les divers systèmes religieux, les diverses théologies, et je me suis aperçu que c'était très intéressant pour un théologien chrétien d'aller voir ce qui était antécédent à la théologie chrétienne. Par exemple, le monothéisme d'Akhenaton ou le système de la théologie memphite et sa trinité, par exemple.
Puis, quand je suis arrivé à Zurich, quand j'ai quitté Lausanne en 1979, je suis arrivé à Zurich, les premiers amis qui m'ont ouvert leurs portes étaient des Égyptiens. Et sont devenus très vite les meilleurs amis. Donc, c'est juste pour vous dire que l'Égypte n'était pas seulement pour moi qu'un vieux tas de cailloux. C'était aussi du vécu, c'était aussi la rencontre avec des gens. Et en Égypte, j'ai rencontré beaucoup de gens et vraiment, j'ai découvert la lumière là-bas. Et puis enfin, le Liban. Donc, mon épouse a quitté le Liban en 1976, pour les raisons que l'on sait. Et en 2010, avec son frère cadet et sa belle-sœur et moi, nous sommes allés faire un voyage au Liban. D'autres vont suivre, bien sûr. Mais c'était le premier retour de mon épouse au Liban après son exil. Donc le Liban, je le connais aussi très bien. Voilà pour la géographie. Maintenant, pour l'influence, en ce qui concerne l'influence de cette géopolitique sur la croissance, l'évolution de la famille, d'abord, partons de 1948, quand la famille quitte la Palestine et s'installe à Sidon. La famille peut croître de façon quasiment traditionnelle et assez paisible. Nahlé est le grand sage. Nahlé est un homme avisé et cultivé et qui protège bien sa famille. Et puis, la famille croîtra de façon traditionnelle. Dans ce cocon, que j'appelle un cocon ouvert, parce qu'il y a le souk. Le souk, c'est une matrice pour Amin, c'est au fond une matrice humaine qui le nourrit. Et alors, Amin, lui, c'est vrai qu'il fait peut-être des incartades ou des excursions, comme par exemple quand il va visiter le camp palestinien de Ain Helloué au sud-est de Beyrouth. Et ces aventures sont en fait encadrées, parce que son père voit bien ce qui se passe, mais il sait le conduire de manière avisée. Et puis, il y a le proviseur du collège Saint-Joseph, le père André, qui l'épaule de façon très astucieuse. Voilà, donc jusque-là, tout va bien, mais lorsque la famille sera contrainte de s'établir à Beyrouth, les choses vont petit à petit changer. Et la question libanaise la question palestinienne ne sera pas résolue pour autant. Et même c'est là qu'on va commencer à voir apparaître les dissensions entre Libanais et Palestiniens. Parce que depuis 1970, par exemple, la Ligue arabe sous l'égide de Nasser avait autorisé les Palestiniens de Yasser Arafat de tirer sur Israël. Il va de soi que les ripostes israéliennes retomberaient sur le peuple libanais. Donc, si vous voulez, la question palestinienne a polarisé. Vous êtes pour ou contre les Palestiniens, vous êtes pour ou contre Israël. Donc voilà, c'est le début du drame, et après ce sera la guerre civile. Voilà, en gros, c'est ça. Finalement, pour en venir à la Suisse, qui est une sorte de contrepoint humain, quand Nahlé décide d'envoyer son fils étudier à Lausanne, j'appellerais ça une tactique pédagogique très intéressante. Il lui offre au fond une émancipation raisonnée et raisonnable. Voilà. Bien sûr, quand il rentrera après son séjour en Égypte, on sait comment les choses vont se terminer par la guerre civile. Et ce sera la dislocation. Je commencerai par le personnage d'Amin, qui cherche ce père qui a disparu, qui lui envoie des messages ou des lettres, puis un jour, la correspondance cesse. Et puis, quand il a l'âge de 12 ans, il entend des voix. N'est-ce pas là une métaphore d'un autre fils demandant à son père pourquoi il l'a abandonné? Lama sabartani, en araméen. Donc, il est évident qu'il y a un écho à cet autre fils abandonné par son père sur la croix. D'autres aspects encore. Par exemple, le fait que j'ai abondamment étudié la religion égyptienne et l'hermétisme. Par exemple, il y a une citation dans mon roman qui est tirée de ces fameux livres qu'on appelle de Hermès Trismégiste, dans le courant, dans la mouvance ésotérique qui s'appelait l'hermétisme égyptianisant. Cela a joué aussi un rôle. Ensuite, la connaissance du terrain, c'est évident. Et puis, finalement, c'est une question qu'on ne m'a jamais posée. Pourquoi y a-t-il dans ce roman
comme des pièces de puzzle qu'il faudrait ajouter les unes aux autres pour comprendre le sens, tellement de citations des plus grands poètes français, Baudelaire, Hugo, Nerval, Mallarmé. Pourquoi? En fait, psychologiquement, je dirais que c'était un peu mes bouées de sauvetage. Pour revenir à la dernière question, l'enseignement. Pour moi, il est clair que le père André a joué un rôle dans l'éducation d'Amine, mais il représente pour moi le pédagogue par excellence. Alors, d'abord, en fait, j'ai commencé par la poésie, c'est vrai, mais j'ai très tôt commencé à écrire en prose, même si ces livres n'ont pas été publiés. Je me rappelle qu'après avoir publié 1 ou 2 livres de poésie, j'ai commencé un roman que j'ai traîné pendant 18 ans dans un tiroir et j'y revenais, puis après j'ai laissé. J'ai écrit aussi des nouvelles, et je me suis même essayé aussi à l'écriture théâtrale. Mais c'est vrai que j'ai surtout publié de la poésie, et puis j'ai publié aussi cet essai sur Georges Haldas dernièrement. Donc en fait, j'essayais de mener de front, mais c'est vrai que j'ai publié de la poésie, surtout de la poésie. C'est un peu mon jardin secret. Quand Flaubert écrit l'éducation sentimentale, j'ai l'impression qu'il veut faire entrer la poésie dans le domaine plus vaste du roman. Et moi, j'aimerais faire l'inverse. J'aimerais faire entrer le roman dans le domaine plus vaste de la poésie. Alors, quelles sont les similitudes? Pour moi, c'est d'abord l'exigence de la langue, et la langue doit être musicale. Je dois l'entendre. La langue poétique doit aussi habiter le roman. Pour moi, je ne peux pas faire autrement. Je ne fais pas exprès, ça sort comme ça. Et donc, je dirais qu'il est évident qu'il y a des différences majeures quand même quant à ce type d'écriture. Je pourrais vous montrer le chantier si vous voulez. Mais pour faire court, quand on écrit un roman, disons qu'on écrit un poème à plus vaste échelle. Mais on doit faire attention aux questions suivantes. Qu'est-ce que je veux dire? Quel sera le début? Quelle sera la fin? Par exemple, le titre, dans L'essor des cigales, le titre m'est venu aux Alpilles, près de Saint-Rémy-de-Provence, un matin. Tout était silencieux dans le parc, et tout à coup, les cigales se sont mises à chanter toutes ensemble. Ah, voilà le titre, L'essor des cigales. Et j'ai su immédiatement que ce seraient les derniers mots du roman. Donc, parce que j'avais tout le panorama en tête, j'ai dit, oui, c'est le début, mais c'est la fin. Donc, on doit savoir exactement où on veut aller, quel est le matériel qu'on a à disposition. Donc, c'est tout un travail de stratégie. Donc, que veux-je dire? Comment vais-je le dire? Quel sera le début? Quelle sera la fin? Comment faire pour que l'évolution des personnages soit organique et pas artificielle? Comment les faire parler avec justesse? Je me rappelle que mon épouse m'a une fois corrigé. Je dis, qu'est-ce que tu dis? Une enfant de 12 ans ne parle pas comme ça. Ah, tu as raison, je vais corriger. Et donc, on doit faire attention à ce genre de choses. Ensuite, à quel moment est-ce qu'on va faire intervenir tel événement décisif dans l'histoire? Donc, il faut comprendre le rythme organique du roman. Ensuite, il faut maîtriser la temporalité. Combien de temps? Par exemple, si je compte les jours dans L'essor des cigales, je sais qu'il dure en gros une semaine. Mais il y a des temporalités internes. Donc, par exemple, ce roman joue sur 2 temporalités, mais on n'est pas obligé de le faire. L'important, c'est de maîtriser la temporalité. Ça, si vous voulez, c'est le travail de fond. Puis après vient le temps des corrections, des ajustements. J'en ai 12 pages. Et voilà, si vous voulez, c'est la grande différence, je dirais c'est une différence stratégique. Et si je veux résumer tout ça, je dirais que le fond, pour moi, le fond musical reste. Un poème est un chant, un roman est une symphonie. Eh bien, c'était en mars dernier, je crois. Mon épouse était devant son ordinateur en train de compulser les archives des courriels et elle me dit
d'un ton presque péremptoire. Mathias, il faut que tu viennes ici voir, il y a un message des éditions Baudelaire. Il me semble que ce serait susceptible de t'intéresser. Qu'est-ce que tu attends? Et je vais voir. Monsieur, nous avons lu votre roman, je n'entends que des retours positifs. Votre livre est très original, prenant et bien construit. On ne m'en avait jamais dit autant. Donc je retiens de cette collaboration avec les éditions Baudelaire une très grande joie. Parce que, je dois dire, au niveau professionnel, il n'y a aucun reproche à faire, c'est parfait, c'est professionnel, c'est bien fait, il y a du suivi, que ce soit au niveau du lectorat, de la communication, du graphisme, de la mise en page et le dossier de presse. En fait, c'est un très beau travail et vous tenez vos engagements, c'est déjà magnifique, c'est extraordinaire. Et en plus, je dirais au niveau humain, je vous félicite. Vous êtes de l'élégance, de la distinction, vous avez du cœur. Et moi, personnellement, vous m'avez donné de la joie et de l'espoir. Et je vous remercie beaucoup de cette collaboration.